Donc le projet que je vais vous montrer, c'est un projet qu'on a fait à Nantes. Donc Nantes, vous reconnaissez. Donc c'est un peu particulier dans le sens où c'est notre maison. Donc quand je dis notre maison, à Marlienne reste chez moi. Donc on a fait d'autres projets de maison ou d'extension de maison. Donc c'est toujours une aventure humaine puisque on rencontre des gens, on les connaît pas forcément. Il faut apprendre à se connaître pour comprendre aussi toute la part d'implicite qu'il y a dans ce que les gens nous disent attendre en fait du projet qu'on va faire avec eux. Donc ici, les clients c'était nous d'une certaine manière. Donc bon, ça va, on s'est entendu avec nous-mêmes à peu près, y compris entre nous. Donc voilà. Alors on est à Nantes, on est à Chantenay. Là, on voit le petit point rouge qui est en bas à gauche. Et pour moi, c'est important de resituer parce que c'est quelque chose qui a compté un peu qui a compté dans la façon d'envisager le projet. C'est qu'on se retrouve vraiment. Donc à Nantes, il y a le massif armoricain, et puis il y a donc le sillon de Bretagne qui se termine, qui se termine ici, et donc qui notamment marque le relief de Chantenay. Et dont on voit un bel exemple quand on est au pied de la butte Sainte-Anne avec tout ce massif rocheux qui est visible dans le paysage. Donc Chantenay, la parcelle est ici et on est effectivement sur les parties hautes de Chantenay. On a le haut Chantenay, le bas Chantenay, avec une situation en hauteur et sur une parcelle qui est tout en longueur. Donc dans ce quartier qui s'est beaucoup développé dans les années 30, en tout cas à la charnière du 19e, du 20e, et donc un quartier qui est marqué par un paysage de petites maisons ouvrières, pour beaucoup construites en mâche-fer. Et donc la parcelle, voilà, tout en longueur, avec la particularité que la maison est au fond de la parcelle, et que donc une des premières choses qu'on a identifiées quand on a visité la maison pour l'acheter, c'était le fait que la maison étant en fond de parcelle, il restait forcément un potentiel à faire quelque chose un jour. Donc ce jour-là, on ne savait pas quand est-ce qu'il existerait, mais voilà, on s'était dit un jour, on pourra faire quelque chose de ce terrain-là. Alors le plan n'est pas annoté, mais on a l'avenue Jeanne Jugan, puisque c'est le nom de cette toute petite rue, avec une entrée, une perspective comme ça qui donnait sur donc une espèce de petite véranda en entrée, et puis une maison d'origine finalement assez simple, c'est-à-dire avec 2 pièces au rez-de-chaussée, 2 pièces à l'étage, chaque pièce faisant à peu près 15 mètres carrés. Donc le rez-de-chaussée est là, l'étage est là, et donc et des espaces qui avaient été gagnés dans le temps sur les extérieurs de la maison, puis qui ont été intégrés à la maison. C'est-à-dire que on peut deviner, comme c'était le cas dans ces maisons, qu'on pouvait avoir une famille qui vivait sur un niveau, puis une famille qui vivait sur un autre niveau, avec un escalier qui était à l'extérieur de la maison. Et donc ces espaces-là avaient été gagnés dans le temps, puisqu'on avait donc ce qui était notre cuisine, le séjour, un petit dégagement qui passait par là, qui donnait sur l'escalier qui lui-même amenait à l'étage, une espèce de cave en terre battue, et puis donc 2 chambres, et puis une salle de bain intermédiaire. Donc voilà, je vais vous faire la visite, comment c'était avant. Donc voilà, une petite entrée. Une maison donc avec son cabanon, maison alors pour le coup de plein pied, ça c'était pour nous un truc un peu important d'être au contact un peu du sol quand on l'a cherché, le petit dégagement dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ça vous donne une idée un peu de comment c'était, donc le rapport au jardin, l'ouverture de la maison existante sur le jardin. Et puis donc ce dont on se rend compte, c'est que dès qu'on est à l'étage, une ouverture vers les vues. Sachant que là, on voit il y a un chantier à gauche, c'est-à-dire que quand on avait visité la maison la première fois, il y avait un ancien internat d'un établissement privé qui bloquait complètement les vues, et on est revenu plus tard et il n'existait plus. Il y avait un petit lotissement qui avait poussé, dont on se rendait compte qu'il avait complètement ouvert les vues vers le sud. Donc voilà, c'était aussi une maison un peu presque encore dans son jus par certains côtés. Avec une vieille cave, l'escalier, on sentait encore le côté les WC derrière la maison sous l'escalier, la salle de bain.
Et donc toujours cette vue. Et aussi la qualité du jardin. Et donc voilà, donc, ça c'était une des thématiques, puisque donc, on habitait la maison plusieurs années avant de faire l'extension. Et donc faire une extension, c'est quand même une grande chance. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Et en même temps, c'est aussi la perte d'un espace. En l'occurrence, c'était la perte du jardin. Donc on était ravis à l'idée de pouvoir étendre la maison, mais on s'était dit, voilà, on perdra aussi quelque chose qui est ce jardin tout en longueur, qu'on aime bien, qui est assez chouette. Et donc, à l'époque, on était intéressé aussi par on pensait beaucoup à ces questions-là. On était très intéressé par le travail des Tezuka, qui sont un couple d'architectes japonais, qui avaient fait cette maison. Alors là, pour le coup, c'était pas pour eux, c'était pour des clients. Et dans la discussion avec leurs clients, ils s'étaient rendus compte que les gens avaient pour habitude de grimper par une petite fenêtre pour aller manger un bol de riz le soir sur leur toit. Et donc, c'était quelque chose qui était structurant dans leur projet. Et c'est un thème qui nous intéressait puisque donc le projet, nous, on a commencé à le dessiner sous sa version actuelle en 2008. Et à l'époque, on était aussi dans l'exploration de ce thème du parcours et de la toiture dans le projet qu'on a fait avec Bruno Madère sur l'école Aimé Césaire à Nantes. Donc, on a réfléchi comme ça un parcours qui serait sur le toit de la maison, avec une espèce de dépliement d'un jeu de différentes terrasses. Là, on lit le parcours, c'est-à-dire un parcours qui part du rez-de-chaussée pour atteindre une mezzanine, qui se développe sur une terrasse basse, puis une rampe qui amène une terrasse intermédiaire, puis de la terrasse intermédiaire, une rampe qui amène sur la terrasse supérieure. Et en gros, ce belvédère, puisque comme on est sur un point haut, on va aller chercher des vues assez lointaines. Cette espèce de déroulé de ruban de parcours est habité en dessous par les volumes de la maison. Donc la maison, elle s'organise de la manière suivante dans sa mouture finale. C'est-à-dire une grande entrée avec la perspective qui est dessinée, une espèce de grande perspective droite qu'on a conservée de l'extension vers la maison. Et puis articulé aussi autour d'un patio qui nous permettait, donc on était dans la maison existante, on était orienté sud, donc une mono-orientation. Et là, c'était l'occasion de se retrouver avec des pièces de séjour qui étaient entre deux extérieurs et avec un travail qui nous permettait aussi de profiter de toutes les orientations, c'est-à-dire que orientation nord, l'est, donc le matin la lumière est plutôt ici, le sud, et fin de journée, on le verra après, il y a tout un bandeau de briques de verre qui permet de récupérer la lumière d'ouest et de fin de journée. Une particularité aussi, ça a été une approche un peu récurrente dans la façon de faire le projet, c'est-à-dire qu'on s'était dit, bon voilà, quand on fait une extension, on va de toute façon être dans une écriture autre que celle de la maison existante. Donc finalement, en fait, disons-nous qu'on a deux maisons et on va assumer en fait cette rencontre entre deux choses assez différentes, avec le plaisir d'avoir la vieille maison et la nouvelle maison. Donc spatialement, par exemple, on n'a pas de porte intérieure dans l'extension. L'extension fait 70 mètres carrés. Au sol et 30 en mezzanine, elle fait 100 mètres carrés en tout. Et donc l'ancienne maison est distribuée de manière assez traditionnelle avec des portes. Et dans l'écriture également, on le verra dans les photos après, on a aussi écrit les choses de manière un peu différente entre l'extension et la maison existante. Donc l'étage, on va trouver plutôt les chambres dans la partie existante. Et puis le jeu de la mezzanine qui nous permet de sortir sur la terrasse et puis amorcer le jeu des rampes. Donc on retrouve ici la terrasse intermédiaire puis la terrasse haute. Voilà, qu'on peut deviner sur cette axonométrie. Avec, alors je disais par exemple qu'il n'y a pas de porte dans l'extension. Après, on a travaillé avec par exemple des décalages de niveau, c'est-à-dire que c'était d'autres manières de marquer les différences d'espace. Il y a la volumétrie du plafond qui participe de cela, mais il y a également le travail sur le niveau des sols. Donc l'étude en maquette, qui correspond globalement à la fin des études, et la fin des études qui est prélude au chantier. Et le chantier qui est l'expérience d'un déménagement. Alors
j'ai mis la photo parce que c'est un moment qui nous a bien amusé. C'est que si un jour vous avez cette expérience-là, n'hésitez pas à lâcher des 60 enfants et adultes avec des feutres dans votre maison. C'est un moment ponctuel dont vous ne retrouverez pas l'occasion. Le travail du chantier, donc c'est un travail de mise au point. Là, c'est un travail avec un bureau d'études. Donc, il y a derrière toujours ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est peut-être le projet le plus simple du monde, mais derrière des choses qui deviennent assez simples ou évidentes quand on les voit, il y a toujours un certain travail de mise au point. Donc là, le travail par le plan d'exécution, comme on le voyait avant, là c'est le travail du croquis à la main qui permet d'expliquer les choses aux entreprises. Ici un détail sur la jonction, la couvertine et le supportage des garde-corps. Ça peut être aussi des photos de chantier qu'on va annoter, sur lesquelles on va faire des croquis, donc qui permettent de discuter, puisqu'on est dans un rapport assez proche avec les entreprises. C'est-à-dire que quand on travaille sur un projet public, vous avez un appel d'offres et vous ne choisissez pas les gens avec qui vous travaillez. C'est un des plaisirs, on va dire, pour moi, de ces projets-là. C'est-à-dire que même si effectivement il y a des lots sur lesquels on va mettre des gens en concurrence, mais on oriente ce travail-là, puisque c'est vraiment l'occasion de travailler avec des gens dont on sait qu'a priori ils vont bien travailler ensemble, enfin qu'ils vont bien travailler tout court, et qu'en plus ils travailleront bien ensemble. C'est aussi souvent, il y a des gens, enfin moi je sais que par exemple sur des chantiers de cette échelle-là, souvent il y a des gens comme le maçon ou le menuisier qui sont souvent les mêmes, et on a aussi une espèce de compréhension. Alors je les ai mis en concurrence plein de fois, comme ils étaient toujours les moins chers et qu'en plus ils travaillaient bien. Donc il y a des lots sur lesquels comme ça on a un peu arrêté de faire bosser d'autres entreprises pour leur dire à chaque fois qu'elles n'étaient pas retenues. Donc, mais du coup, voilà, il y a ce plaisir-là parce qu'il y a un rapport qui est un peu différent, je trouve, entre l'artisan et l'architecte. Donc ça passe aussi par des plans d'exécution. On a ici tout le calpinage, par exemple, des panneaux, avec du coup l'intégration des prises, puisque dans le placo, c'est pas génial de se tromper, mais dans des panneaux de bois, c'est encore plus douloureux. Et donc voilà, la photo, on voit le plan, et on voit le plan qui est sur l'établi des gars qui sont en train de poser les panneaux. Les détails, ça peut être aussi une petite réalisation en 3D pas forcément très jolie, mais en tout cas explicite pour les gens à qui on doit expliquer la façon de le faire. Et après, on peut faire des tests, par exemple, une petite maquette toute simple en carton plume et en mousse, qui permet de vérifier qu'on ne se coince pas les doigts quand on ouvre une poignée de fenêtre, et puis qui après est réalisé comme on le voit sur la photo. Donc le chantier, donc le temps du chantier, ça c'est génial, parce que si tous les chantiers se passaient aussi facilement que de défiler les photos comme ça serait super. Voilà, bon, c'est un chantier assez agréable à suivre. Donc on voit, bon, si je reviens avant, on a l'ossature. Ça, c'est des moments assez intéressants, parce que bon, il y a eu un gros travail de mise au point avec le bureau d'études structure sur la charpente, puis avec l'entreprise qui l'a réalisé. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez chouette quand les charpentes sont montées. On a un peu le sentiment d'avoir le dessin dans l'espace. Et on a beau s'être imaginé 1000 fois les volumes, bon. Je veux dire, il y a des choses, on n'est pas très surpris, mais en même temps, c'est jamais complètement la même chose de les voir. Ce qu'on voit aussi sur cette photo, c'est que la charpente, là, elle est dehors, et on verra à la fin que ça a une incidence sur l'aspect de la matière, sachant que pour pas dépenser plus d'argent que nécessaire, on va dire, dans la charpente, il n'y a que quelques parties qui sont peintes, puisqu'il y a quelques parties qui se retrouvent à l'extérieur, mais tout le reste de la charpente est brute. Donc ça veut dire que potentiellement, quand il pleut dessus, elle rouille. Donc voilà, suite de la mise en œuvre. La mise en place des plateaux et de l'étanchéité, donc les plateaux qui permettent de mettre l'isolation. La mise en place du bardage, ça c'est toujours un peu bizarre par rapport au dessin qu'on a fait quand on voit la mise en place, puisque les panneaux sont rectangulaires et les découpes pour faire le profil se font après. Et puis donc là on réemménage, on arrive dans la maison. Et voilà, donc par rapport aux objectifs de la maison,
il y a tout ce principe un peu structurant qui est de se dire, voilà, on va faire un endroit qui capte le paysage, et parce que finalement, en fait, bon, l'architecture, évidemment, elle a une forme, elle a un dessin, elle a une matérialité, donc elle est vue et elle donne des choses à voir, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est comment elle forme le cadre et comment elle va nous permettre de regarder le paysage de manière différente. Donc par rapport à cette histoire de progression des vues et de rapport au paysage, on a retrouvé cette succession entre une première vue intérieure sur le patio, donc un espace plutôt ouvert, une vue intermédiaire sur plutôt le paysage des intérieurs de l'îlot, et puis donc depuis la terrasse basse, on voit le chemin qui nous permet de continuer à monter et de nous ouvrir vraiment sur le grand paysage, avec plein de repères, le pont de Cheviré, les silos, l'unité d'habitation de Corbu. On distingue même jusqu'au clocher de l'église de Vertou qui est au loin, mais donc une ouverture assez large vraiment sur un paysage étendu. On va dire que c'est le pendant du fait qu'on n'ait jamais pu faire une cave, puisque quand on a fait venir une machine pour faire le test et l'enfoncer dans le sol, au bout de 30 cm, elle a refusé de continuer. Et on s'est dit, voilà, on ne va pas faire le bagne pour les gens, pour le maçon et l'objet à casser la roche à la pioche. Donc on sait qu'il y a une maison qui ne s'enfoncera pas dans le sol. Mais voilà, donc on est sur ce relief et cette position nous permet d'aller chercher ces vues. On aimait bien aussi l'idée que c'était quelque chose qui entre guillemets se méritait, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous est offert tous les jours. Il faut sortir, en tout cas, il faut aller chercher cette vue-là. Quand il pleut, on a dessiné quelque chose, mais on l'a jamais mis. Mais quand il pleut, ça glisse, donc on peut pas y aller. Et en fait, ça nous déplaît pas complètement. On avait, et Marie et moi, en souvenir des espèces de choses comme ça, de famille, d'endroits où on sait qu'il y a des promenades un peu rituelles et que c'est des endroits où on ne va pas forcément quand il a plu, que c'est boueux. Bon voilà, on s'était dit ça reste un truc un peu privilégié, et un endroit dont on ne se lassera pas parce qu'il nous sera proposé tous les jours. Donc voilà, et à l'inverse, donc on voit quand on est en haut, la position qui nous permet de profiter du paysage. Donc j'ai mis quelques photos de l'intérieur. Donc, effectivement, ça renouvelle un peu par rapport à la maison existante. Alors, évidemment, c'est très différent, mais ça renouvelle aussi la façon de profiter du jardin. Parce que, malgré tout, même si on a perdu une partie du jardin, le fait d'être au milieu du jardin, d'être traversant, fait qu'on est dedans toute l'année, ce qui était beaucoup moins le cas dans le fait d'être en fond de parcelle et mono-orienté sur finalement juste le linéaire de la façade. Là, on voit également le fait de rechercher des vues différentes, c'est-à-dire que ça, c'est aussi peut-être un avantage d'avoir vécu plusieurs années ici et de s'être habitué à avoir des points de repère, c'est-à-dire que ça nous plaisait de voir à la fois le patio et à la fois l'érable qu'on devine ici, là, et qui se trouve dans la propriété d'à côté. Donc cette espèce de géométrie un peu tordue nous permettait aussi d'aller chercher ces vues depuis l'intérieur. Il y a un effet aussi de compression-décompression de l'espace, c'est-à-dire qu'on a cet espace qui est donc l'espace du dessous de la mezzanine, qui est finalement pas très très haut et qui s'ouvre complètement derrière sur le volume double-hauteur et la verrière qui suit en fait toute la ligne du faîtage et qui du coup fait une espèce de très grand effet de dilatation sur un espace qui lui-même est petit. Donc on voit ici la perspective qui est dessinée. Alors dans l'écriture, par exemple, je parlais du fait qu'il n'y a pas de porte. Ici, donc, le sol est en carreau de ciment. On a choisi un motif géométrique et on n'a pas de plainte. C'est-à-dire que la façon dont les murs sont faits, donc à droite, on a du placo avec de la résine, mais tout a été fait après, où on a fini avec un petit joint le long du mur. Les autres fois, c'est les panneaux qui redescendent sur le sol. Donc on était dans une écriture sans plainte, une écriture où il n'y a pas de peinture, où il n'y a pas de porte intérieure. Donc l'extension, elle est aussi marquée un peu par ce paysage-là.
La perspective donc inverse, où on voit la perspective vers la maison ancienne, puisque le mur du fond qui lui est peint, c'était le mur qui était à l'extérieur, enfin qui était dans la véranda avant, mais qui à la base est un mur extérieur. Donc on verra après, il y a une photo de la partie ancienne où on est sur une écriture un peu différente. Et donc là, le patio avec deux ambiances, c'est pareil, donc c'est toujours illustre un peu cette histoire du verre entre le verre qui n'est pas transparent de jour et qui offre une transparence dès qu'on allume la lumière électrique, donc avec aussi cette variation de perception. Et puis un côté un peu théâtral, c'est-à-dire que il y a un petit côté fenêtre sur Patio, pour paraphraser le film, mais du coup c'est vrai que ça donne des choses un peu drôles des fois dans le rapport de vis-à-vis, où finalement chaque partie de bâtiment est un peu le paysage de l'autre, avec aussi effectivement des rapports de vis-à-vis. Quand on est dans le salon, on voit nos filles dans leur chambre par exemple, donc on peut leur dire si la lumière n'est pas éteinte assez tôt. Donc là, on voit le rapport donc le mur était le mur existant, la charpente est métallique, donc elle est décollée. Et dans l'entre-deux, il y a tout ce mur de briques de verre qui nous permettait à la fois de décoller le volume de l'extension du mur existant de la parcelle et de récupérer également la lumière d'ouest qui correspond le plus à celle dont on profite quand on travaille et qu'on rentre le soir. Ah oui, alors j'ai fait quelques séries de avant-après. Voilà, donc avant-après. Avant-après. Là, l'escalier, par exemple, est pour partie l'escalier qui existe. C'est-à-dire que dans le plan, on a ouvert, donc on voit cette baie là qui est dans la perspective dont je parlais tout à l'heure. On a rebalancé l'escalier pour profiter de l'espèce de ce qui était avant un dégagement et qui est devenu une alcôve. Donc on a quand même retravaillé aussi la distribution dans l'existant. Donc la vue depuis l'existant vers le jardin et donc la vue depuis l'existant vers l'extension du coup. Et ici, donc on a aussi fait pas mal de travaux dans l'existant. Et donc là, quand je parlais de l'écriture un peu différente, c'est-à-dire que donc on est passé de fenêtre en porte-fenêtre, mais on a redessiné des fenêtres avec des petits bois qui vont un peu dans cette logique d'échelle aussi de dessin d'une maison. C'est-à-dire quand on regarde la façade, c'est un bâtiment assez simple, mais moi je trouve pas sans charme, avec ses enduits un peu très avec beaucoup de matière, très très grumeleux, des encadrements de fenêtres qui eux sont lisses, et puis des fenêtres des baies qui elles-mêmes ont leur échelle. Et donc voilà, on est resté dans cette écriture. Ici, on a par exemple des carreaux de ciment également. Donc on a dessiné un tapis avec un liseré qui arrête le motif. Il y a des plinthes qui font la jonction entre les parois et le sol. Donc voilà, c'était une façon aussi pour nous d'accentuer le caractère de chaque partie du projet et de se dire voilà, finalement de toute façon on n'en fera pas une seule et même chose, donc autant garder quelque chose d'assez typé dans chaque partie. Bon, avant après, alors cette photo, cette photo, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit bon, finalement le fait de pouvoir construire devant, ça inverse un peu les rôles, c'est-à-dire qu'on va finir par croire que l'existant est l'extension de cette partie-là. Malgré tout, ça reste un projet d'extension dans la mesure où on ne dessinerait forcément pas les mêmes choses si on partait de zéro. Donc le travail d'un projet d'extension, qu'il soit petit ou grand, est de toute façon assez spécifique, dans le sens où il y a vraiment le rapport à l'existant. C'est-à-dire que, par exemple, tel qu'est distribué l'existant, on a fait le raccord côté ouest, alors que je dirais peut-être qu'on l'aurait fait plutôt de l'autre côté pour justement profiter de la lumière d'ouest, sauf que la distribution intérieure de la maison se prêtait pas du tout à ça. Donc la forme de la maison, elle est issue de ce travail sur le développé d'un parcours. Il est aussi imaginé pour que l'ensoleillement et les vues, on continue à avoir du soleil dans la maison existante et qui est quand même, même d'un point de vue oblique, des vues qui échappent quand on est dans la maison existante. Donc forcément, ce travail-là, il n'est pas le même et c'est un exercice vraiment complètement différent que de partir d'un terrain vierge.
Et donc pour continuer sur la notion du paysage, donc là on a le bardage qui aluminium, donc c'est de l'aluminium brut, qui a une certaine capacité à capter les couleurs et les tonalités ambiantes, parce que c'est un volume qui est relativement imposant finalement, et on avait testé différents revêtements de façade et on s'est arrêté sur le choix de l'aluminium justement pour la capacité à alléger la perception du volume. Et donc il y a tout un travail sur le jeu des motifs à l'intérieur. Donc je parlais tout à l'heure de la charpente qui est brute et qui était laissée dehors. Et donc ça c'est des heureuses surprises de chantier, c'est-à-dire qu'effectivement il a plu sur la charpente a rouillé. Et le laminage des plats métalliques qui sont assemblés ensuite pour faire des profilés fait que quand ça rouille, en tout cas quand ça travaille, ça prend des motifs relativement, à la fois répétitifs et aléatoires. Et on a trouvé ça très chouette et on s'est dit voilà, on va le garder. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé à le faire, on n'a jamais fini, mais on a brossé une partie de la charpente et après on a passé de la cire d'abeille dessus pour stabiliser un peu stabiliser le tout et en même temps enlever le gros de ce qui avait rouillé. Ce qui donne aussi une texture en tout cas une qualité de toucher au métal qui est assez chouette. Mais voilà, donc en tout cas ça c'était une heureuse surprise de chantier. On s'est dit ça il faut le conserver, ça fait aussi partie de l'histoire du projet. Et donc tout ce jeu sur le motif, le texture à la matière, on voit ici la matière des panneaux de bois. Pour nous constituer un paysage intérieur était donc un peu le pendant de ce travail du rapport au paysage extérieur. Voilà.